tous, good day comme on dit en Australie et kia ora en Nouvelle-Zélande. Bienvenue dans le 8e épisode du podcast Voyage au bout du monde avec Antipode Travel. Cet épisode est consacré à l'Australie. Je m'appelle Sandrine, j'habite en Océanie depuis plus de 20 ans et j'ai créé ce podcast pour vous aider à préparer votre séjour en Nouvelle-Zélande et en Australie. Dans chaque épisode, je vous fais découvrir une région, je vous emmène hors des sentiers battus et je partage avec mes invités l'actualité de ces deux destinations. Alors aujourd'hui, direction le sud de l'Australie, sur l'île de Kangaroo Island, en compagnie de notre spécialiste de la destination, Yann. Dans la rubrique conseils, je vous donne des idées de souvenirs à ramener d'Australie. Dans la rubrique de Johan sur les animaux natifs, il vous fait découvrir cette fois l'ornithorynque, ou le platypus en anglais. Quant au mot du jour, ce sera sur le thème de l'été et de la baignade. Et pour terminer, mon coup de cœur, une galerie d'art aborigène à Alice Springs qui s'appelle Yubu Napa. Prêt pour le départ ? Allez, c'est parti pour ce 8e épisode. Quand on vient en Australie, bien sûr, on s'attend à voir des kangourous. Mais est-ce que vous savez qu'il y a même une île qui s'appelle Kangaroo Island ? Our home is an island. Kangaroo Island is our home. Off the coast of South Australia, an amazing place to roam. Pour en parler aujourd'hui, Yann, notre spécialiste de l'Australie, est là. Bonjour Yann. Bonjour Sandrine. Alors, Kangaroo Island, ça fait rêver quand même, hein ? Elle se trouve où cette île ? Alors elle se trouve un petit peu au sud d'Adélaïde, donc dans l'état d'Australie méridionale, ou South Australia, pour prévoir environ 1h30 de trajet pour s'y rendre. Elle fait quelle taille cette île ? Alors en termes de superficie, elle fait environ 4000 km², d'est en ouest 150 km et du nord au sud 60 km. Donc elle est effectivement assez grande. C'est assez grand, hein ? Alors il faut au moins y rester 2 jours, hein ? Une nuit ou 2 nuits. Oui, alors pour les personnes qui souhaitent s'y rendre de façon guidée, c'est minimum 2 jours, 1 nuit. Ça peut se faire sur la journée, mais c'est très très intense, c'est beaucoup de trajets. Ouais, on recommande pas d'y passer juste une journée. Pas vraiment, non. Et si vous y allez avec votre propre voiture, généralement on va recommander de passer 2 nuits sur place, histoire que vous ayez au moins une journée complète pour bien en profiter, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à voir. Pour y accéder, il y a un ferry, à peu près 45 minutes de traversée. Oui, c'est ça, donc 45 minutes. Donc le ferry part de Cape Jervis, donc qui est à, comme je le disais, 1h40 de route d'Adélaïde, au sud. On peut mettre la voiture sur le ferry. On peut mettre la voiture sur le ferry, on peut même y mettre un camping-car si on voyage en camping-car. Donc après, c'est très facile de s'y rendre avec la voiture, oui. Sur le ferry, on débarque la voiture et là, il y a un petit peu un dilemme, c'est où on va passer là ou les nuits. Parce que c'est assez grand. Alors oui, c'est assez grand, donc il y a 2 possibilités. Généralement, le côté est, c'est là où on trouvera le plus d'hébergements et les options souvent les plus abordables. Donc il y a plusieurs localités. Il y a Peneshaw, qui est l'endroit où arrive le ferry, donc il y a un hôtel qui est situé juste à côté. Et après, il y a plusieurs options dans les villages de Kingscote ou American River qui sont tous sur la côte est, donc qui est un petit peu plus peuplé. Après, l'alternative, c'est de loger vers l'ouest de l'île, qui est bien plus sauvage, et à proximité du parc national Flinders Chase. Il y a des possibilités de lodge de luxe ou des possibilités également en camping dans des bungalows. Donc on a 2 solutions en fait, soit donc on conseille en tout cas de rester 2 nuits, soit les 2 nuits au même endroit, ça vous évite de changer et de refaire les valises le lendemain, mais il y aura quand même pas mal de kilomètres à faire dans la journée pour explorer et revenir là où vous dormez. Ou l'autre solution, c'est de faire une nuit d'un côté de l'île et une autre nuit de l'autre côté. Oui, ça c'est une bonne option parce que ça permet de visiter plusieurs endroits de l'île. Ça vous évite aussi, si vous dormez près du parc national de Flinders Chase, de devoir faire des trajets en fin d'après-midi ou la nuit. Parce que comme il y a une faune très abondante sur l'île, il est généralement recommandé d'éviter de conduire à la tombée de la nuit parce que la faune sort. Ce qui est une règle qui s'applique d'ailleurs dans toute l'Australie. Dans toute l'Australie, surtout dans les parcs nationaux, surtout en dehors des zones peuplées, effectivement, où la faune est plus abondante. Oui.
Donc on recommande 1 ou 2 nuits. Et qu'est-ce qu'on peut voir sur cette île? Kangaroo Island, j'imagine, on voit des kangourous. Alors oui, on voit des kangourous, donc ils sont d'assez bonne taille d'ailleurs. Moi, ce qui m'avait choqué à Kangaroo Island, c'est que les kangourous sont très très musclés. Donc si vous avez déjà vu des photos de kangourous qui montrent leurs pectoraux, etc. Donc c'est pas les plus gros d'Australie, mais vous en avez des bons spécimens là-bas. T'as été en difficulté, Yann? Tu veux nous raconter? Non, j'ai pas eu à me battre contre un kangourou quand même. J'ai pas eu à faire de boxe avec, mais non, effectivement, il y a beaucoup de kangourous sur l'île. On peut y voir des koalas. Il y a notamment une réserve, un endroit qui s'appelle Hanson Bay, où ils ont plusieurs koalas en liberté en fait. Enfin, c'est une zone clôturée, mais ils sont quand même dans leur habitat naturel, dans les eucalyptus. Oui, moi ça m'avait étonné quand j'y suis allée, où on les entendait, ils étaient en haut des arbres et ils faisaient un bruit un son très guttural. Oui, on les entend la nuit, ouais, effectivement. Alors on peut aussi voir les lions de mer. Donc il y a un endroit qui s'appelle Seal Bay. Donc Seal en anglais ça veut dire le phoque. Donc le nom était pas mieux trouvé. Donc c'est une réserve naturelle aussi qui est gérée par les parcs nationaux. Donc il y a une petite taxe entre guillemets d'entrée pour entrer dans la réserve, mais on peut voir les lions de mer d'assez près. Et ensuite dans le parc national de Flinders Chase qui est tout à l'ouest de l'île, on peut y voir les phoques qui sont les otaries en tout cas, qui sont un peu plus petites que les lions de mer. Donc il y en a de très nombreuses du côté du cap du Quedic. Le Quedic, c'est un nom français, ça? Oui, c'est un nom français. Donc il y a plusieurs noms dans le sud de l'Australie de manière générale, à Kangaroo Island ou même en Tasmanie ou dans l'Australie méridionale. C'est simplement parce que beaucoup de navigateurs français sont passés dans la région avant les anglophones, ou en tout cas à peu près à la même période. Oui. Beaucoup de Bretons, je crois. C'est possible, en tout cas, oui. Quedic, c'est très très breton, oui. Moi, ce qui m'avait également vraiment émerveillé à Kangaroo Island, c'est les pélicans. Je m'attendais pas à voir autant de pélicans à un endroit au niveau de Little River. Dans cette région-là, on avait été juste se baigner dans une espèce de bras de mer, et là il y avait plein de pélicans, et vraiment d'être à leur hauteur comme ça dans l'eau, c'était incroyable. Oui, il y a vraiment énormément de pélicans sur place, et moi ce qui m'épate c'est surtout de les voir voler. Ils sont très très majestueux quand tu les vois. Quand on les voit voler au ras de la surface de l'eau, c'est vraiment très très impressionnant, oui. Et donc cette île, c'est pour faire des balades, pour voir des curiosités géologiques également? Alors effectivement, il y a plusieurs curiosités géologiques. Donc au cap du Quedic, il y a une arche qui s'appelle Memorials Arch, donc qui est assez impressionnante, et donc sous laquelle on peut voir justement les otaries en train de se reposer sur les rochers. À proximité, vous avez également les Remarkable Rocks, donc c'est vraiment des roches à la forme très très particulière, tout en arrondi, en forme de vague, avec des trous. Enfin c'est assez bizarre. Et il y a aussi effectivement plusieurs chemins de randonnée qu'on peut faire dans les parcs nationaux de l'île. Il y a aussi de très très belles plages, donc notamment du côté de Pennington Bay ou sur le nord de l'île, il y a également des plages assez spectaculaires. Oui. On peut se baigner? On peut se baigner, mais l'eau est quand même assez froide parce qu'on est quand même dans le grand océan du Sud, donc il n'y a pas de continent entre Kangaroo Island et l'Antarctique. Donc quand tu dis que c'est un peu frais, c'est quoi? C'est 14-16 degrés? Au niveau de la température de l'eau? Oui, à peu près quoi. À peu près, oui, probablement, oui. Donc oui, c'est pas un endroit où on peut faire du balnéaire, Kangaroo Island, qu'on soit clair. Hein. Non, c'est des très belles plages à voir. On peut se baigner en été. Moi, j'ai vu des gens se baigner, mais des Bretons certainement. Oui, ou des Australiens. Les Australiens n'ont pas froid. C'est le cas de le dire, ils n'ont pas froid aux yeux pour ce qui est de se baigner, même dans des eaux assez froides. Au niveau des logements qu'on peut trouver sur l'île, il y a à la fois du backpacker et du camping, et à la fois des établissements de luxe. Oui, il y a quelques lodges de luxe, donc qui sont dans plusieurs endroits de l'île, généralement dans les endroits un petit peu plus reculés. Donc généralement c'est des formules qui sont un peu tout inclus. Donc il y en a un qui est assez connu, qui est le Southern Ocean Lodge, qui a été reconstruit récemment suite aux incendies. Oui, tout à fait. Donc, qui a été reconstruit suite aux incendies qui sont arrivés en 2019-2020. Alors, on peut peut-être en parler parce que évidemment nos clients nous demandent est-ce que ça vaut quand même encore la peine d'aller à Kangaroo Island malgré ces incendies qui ont abîmé une partie de l'île. Alors oui, ça vaut le coup. Parce que je lisais justement que beaucoup de la végétation de l'île a recouvert depuis les incendies.
à un rythme bien plus rapide que ce qui était attendu. Donc en cela, la pandémie a beaucoup aidé, le fait qu'il n'y ait pas eu trop de fréquentation, ça leur a permis déjà de remettre les infrastructures en état, et également la végétation a quand même déjà bien repris. On voit des traces des incendies, mais ça vaut encore largement le coup d'y aller. Oui. Et puis les incendies n'étaient quand même pas sur toute l'île, hein, donc il y a une partie encore protégée. Ça vaut la peine, je pense, d'y aller, non seulement pour les animaux qui sont encore là, et puis pour voir toute cette végétation qui reprend vie. Oui, c'est une des principales attractions de la côte sud, oui. Un des logements de luxe qu'on peut conseiller à nos clients, c'est le Sea Dragon Lodge, qui a la particularité d'inclure aussi des activités et des visites de l'île. Donc si vous n'avez pas envie forcément de conduire, c'est une bonne option parce que c'est un peu un package entier. Et il y a une particularité dans cet endroit, Yann, pour les amateurs de plongée. Oui, c'est assez reconnu pour la plongée, parce qu'il y a un animal très atypique qu'on peut trouver principalement dans cet endroit de l'Australie, qui est en anglais le Leafy Sea Dragon, qui mot pour mot veut dire le dragon de mer feuilly ou l'hippocampe feuille. Donc c'est vraiment un animal assez atypique, donc je vous invite à regarder sur Google à quoi ça ressemble. Et effectivement, si vous êtes amateur de plongée licencié, c'est vraiment un des seuls endroits dans le monde où vous pouvez le voir, et il est protégé effectivement. Donc on vient à Kangaroo Island pour faire des balades, pour aller sur les plages, pour voir les animaux, peut-être pour faire de la plongée. Et après une bonne journée de découverte de l'île, est-ce qu'on peut manger des spécialités locales ? Alors oui, il y a beaucoup d'options en termes de gastronomie à Kangaroo Island. Donc en ce qui concerne les huîtres ou le miel, il y a une distillerie également de spiritueux. Et également il y a des vignobles, une brasserie, ils font beaucoup de miel également sur l'île. Donc ça, il y a beaucoup de choses qui peuvent se visiter pour les gastronomes en tout cas. Et puis moi, j'avais acheté de l'huile d'eucalyptus. Alors oui, il y a une distillerie d'huile d'eucalyptus également, donc ils vendent beaucoup de produits faits à partir d'huile d'eucalyptus, oui, dans cette distillerie, oui. On pourrait y passer une semaine en fait, hein ? Oui, on pourrait complètement y passer une semaine, ouais. C'est assez rare pour nos clients qui viennent de France, qui sont en temps limité, mais on pourrait y passer beaucoup plus longtemps, oui. Et puis, je sais qu'il y a un centre de méditation, si jamais on a des gens qui veulent vraiment s'isoler, de plusieurs mois. Oui, ça je ne savais pas, mais c'est pas tout. On peut visiter Kangaroo Island avec sa voiture ou son camping-car, mais on peut aussi choisir une option guidée, comme on le mentionnait tout à l'heure, en partant d'Adélaïde, si vous n'avez pas envie de conduire et si vous voulez bénéficier de commentaires en français. Ça, c'est une option possible. Et pour terminer, est-ce que tu conseillerais cette destination pour les familles ? Alors oui, rien que pour la faune, c'est effectivement très recommandé pour les familles. Il y a beaucoup d'activités, beaucoup de choses à voir. Donc les randonnées qui sont sur l'île ne sont pas spécifiquement dures, donc c'est effectivement accessible à tous. Kangaroo Island est une destination souvent demandée par nos clients et on a tendance à l'inclure dans un trajet qui va de Melbourne à Adélaïde ou inversement sur une dizaine de jours. Donc une destination à découvrir. Merci beaucoup Yann pour toutes tes explications. Tu nous as donné envie de venir, ça j'en suis sûre. Je t'en prie Sandrine, oui, mais j'espère bien que ça pourra motiver les gens. En tout cas, c'est vraiment une très belle région d'Australie, donc ça on leur recommande très fortement. Oui. Our home is an island. Kangaroo Island is our home. Off the coast of South Australia, an amazing place to roam. Dans la rubrique conseils pratiques, je vous donne quelques idées de souvenirs à ramener d'Australie. Alors moi je suis un peu gourmande, alors je vais commencer par les spécialités locales. Par exemple le miel, comme celui qu'on trouve à Kangaroo Island, où nous a amené Yann tout à l'heure. Et aussi les noix de macadamia du Queensland, et aussi des épices aborigènes que vous avez peut-être pu goûter en essayant le bush tucker. D'ailleurs, je parle de ce que c'est ce bush tucker dans l'épisode 4 du podcast. Et tout ça, vous les retrouverez plutôt dans les marchés locaux et dans les petites boutiques. Et de retour de votre voyage, vous pourrez vous remémorer des souvenirs rien qu'avec ces odeurs et les saveurs de ces spécialités que vous aurez ramenées. Alors comme chaque fois que je suis en voyage, je vais dans les supermarchés et j'essaie de voir un peu les différences de produits, de taille, de choix. Alors pour une petite idée de douceur plutôt industrielle mais tellement bonne, testez les fameux biscuits Tim Tam enrobés de chocolat qu'on trouve d'ailleurs aussi en Nouvelle-Zélande. D'ailleurs, vous savez la meilleure façon de les manger ? Je vous donnerai la recette sur notre page Facebook.
Après le bush tucker, les gourmands les plus aventureux goûteront au Vegemite, une pâte à tartiner noire très salée qui est faite à partir d'extraits de levure qu'on met sur les tartines ou les sandwichs. Vous m'en direz des nouvelles. Bon, moi entre parenthèses, c'est pas mon préféré. Et si vous avez encore de la place dans vos valises, bien sûr, ramenez une bouteille de vin australien ou de la bière locale. Il y a plein de régions avec différents types de cépages et voilà, ça peut être quelque chose à déguster à votre retour de voyage. Pour tout ce qui est objet, je vous conseille de privilégier tout ce qui porte une étiquette avec le logo vert et jaune Made in Australia. Ça, vous êtes sûr que c'est fabriqué sur place. Et puis bien sûr, privilégier les produits artisanaux. Dans les années 70, un surfeur australien a créé une bottine en peau de mouton et a lancé la marque UGG, UGG, qui est iconique encore maintenant et que vous retrouverez dans beaucoup de boutiques en Australie. Très confortable, de bonne qualité, ça peut être une idée à ramener. Et après les bocs, pourquoi pas un chapeau? La marque de chapeau Akubra, qui a été créée en Tasmanie en 1876, donc ça fait déjà très longtemps à l'échelle de l'histoire européenne d'Australie, et bien maintenant elle fait partie vraiment intégrante de la culture australienne. Et ces chapeaux sont portés autant par les fermiers que par les athlètes olympiques. Donc voilà, pour compléter votre panoplie. Et puis il y a aussi les bijoux. Ça, c'est des idées de souvenirs qui prennent pas trop de place dans les valises. L'Australie, elle est réputée pour son or, pour ses opales, qu'on trouve à Coober Pedy, surtout au centre de l'Australie, et ses perles dans l'Australie de l'Ouest, et notamment à Broome. Donc c'est vrai que des bijoux, ça fait toujours plaisir, pour soi-même ou à offrir. Moi, par exemple, je suis allée récemment à Quorn, un tout petit village de l'Australie du Sud, pas très loin des Flinders Ranges, et j'ai découvert un fruit typique de la région qui s'appelle le quandong, qu'on peut manger en compote. Il y a 2 fois plus de vitamine C qu'une orange, et qui est aussi distillé en gin et qui est utilisé dans différents produits comme des savons. Et j'ai trouvé une artiste locale qui fait des bijoux à base du noyau de ce fruit, le noyau du quandong. Et voilà, je me suis offert un petit pendentif unique. Je sais d'où il vient, je sais à partir de quel matériel il a été fabriqué, et j'en connais l'histoire. Voilà, c'est bien mieux que d'acheter une babiole faite en Chine dans un magasin de souvenirs. Voilà, je trouve que ça a beaucoup plus de valeur. Et puis, bien sûr, il y a l'art aborigène. Vous trouverez des peintures, vous trouverez des sculptures sur bois, des choses tressées. Ce qu'il faut essayer de faire, c'est d'acheter localement et veiller à ce qu'il y ait un certificat d'origine. Et pour les peintures, il y a généralement la signature de l'artiste au verso. Et il y a même souvent une photo, en fait, de l'artiste qui présente son œuvre. Et vous verrez qu'il y a vraiment des styles de peinture aborigène différents selon les régions. Il n'y a pas que la peinture à point. Donc l'art aborigène, on en trouve plutôt dans le centre rouge, dans le nord de Queensland, dans le top end. Mais encore une fois, les motifs et les styles varient selon les régions. Donc n'hésitez pas à visiter plusieurs galeries lors de votre voyage. Lors de mes dernières visites, j'ai pu acheter de l'art aborigène à 2 endroits très différents. D'abord dans le parc de Kakadu, où au bord d'une rivière, il y avait des aborigènes qui peignaient par terre sous un arbre. On a pu échanger avec eux, même si parfois ils ne parlent pas très très bien anglais, mais on a pu vraiment échanger. Ils nous ont montré leur technique de peinture, comment ils utilisaient un espèce de brin d'herbe pour pouvoir faire des traits très fins. Et finalement, on est reparti avec une petite toile qui nous a pas coûté très très cher. Mais voilà, il y avait toute la partie symbolique. Il y avait l'artiste qui était là. Il y avait l'histoire de cette peinture. Il nous a raconté tout ce qui était les symboles. Et voilà, c'était une vraie rencontre humaine. Et puis l'argent qu'on lui a donné, évidemment, contribue à cette communauté d'artistes dans cette région. Une autre expérience, c'est à Uluru, où dans le centre culturel, il y a une galerie d'art aborigène où là encore vous pouvez rencontrer des artistes qui peignent souvent par terre sur des grandes toiles et vous pouvez aussi prendre le temps de regarder comment ils procèdent et puis d'échanger avec eux. Donc il faut pas avoir peur, il faut aller, même si votre anglais n'est pas très bon et le leur n'est pas toujours très bon non plus, mais voilà, on peut dialoguer. Parmi les souvenirs les plus classiques, il y a bien sûr le didgeridoo, ça c'est si vous avez de la place dans vos valises, cette longue trompe creusée par les termites dans un certain type de bois et qui est utilisée comme instrument de musique et qui est souvent richement peint par les aborigènes. Un autre classique plus petit, c'est le boomerang, il est aussi typique mais il est beaucoup moins encombrant dans les valises et c'est un instrument de chasse aborigène qui existe en plusieurs tailles, en plusieurs modèles et qui est également là encore peint avec de très beaux motifs.
Et puis pour terminer, moi j'aime bien ramener aussi des livres, des magazines australiens, notamment des ouvrages pour les enfants. Par exemple, si vous avez des jeunes enfants, pourquoi ne pas prendre un livre pour apprendre l'alphabet en anglais avec des noms d'animaux locaux, des dessins. Tout ça, ça peut continuer aussi le voyage par la suite. Et puis, dernière suggestion de souvenir, alors c'est pas vraiment un souvenir matériel, mais c'est plutôt un lien que vous pouvez créer avec des associations de protection de la nature, où vous pouvez faire une donation ou vous impliquer dans un projet. Je mettrai quelques idées dans la rubrique des notes du podcast, mais par exemple, il y a des projets pour la protection de la Grande Barrière de Corail ou des koalas. Voilà, en faisant une contribution pour protéger la nature, vous créez un peu un lien aussi entre l'Australie et vous. Avec toutes ces idées, je pense qu'il vous faudra une deuxième valise. Dans la rubrique des animaux emblématiques d'Australie, je vais pas vraiment avoir un bruit à vous donner pour cet animal, mais par contre, Johan est là pour nous en parler. Alors, de qui s'agit-il ? L'ornithorynque, le plus folding des animaux de la planète, mais le plus chouette. Alors aujourd'hui Sandrine, je vais te parler de l'animal le plus étrange d'Australie, un des plus étranges d'ailleurs de la planète. Son nom en grec signifie bec d'oiseau et en français, traduit en anglais, ça veut dire pied plat. Ah oui, c'est pas tout à fait pareil. C'est pas tout à fait pareil, mais on parle bien du même animal. Alors, de quel animal parle-t-on ? Le suspense est intenable. Oui, exactement. Il s'agit de l'ornithorynque, qu'on dit en anglais platypus. L'ornithorynque, oh là là, comment ça s'écrit ça ? Je suis sûre qu'au Scrabble, ça donnerait beaucoup de points. Sans doute, mais j'aurais du mal à l'écrire. Je sais qu'il y a un H et un Y quelque part. Mais maintenant, dans quel ordre ? O-R-N-I-T-H, O-R-Y-N-Q-U-E. Et en anglais, platypus, ça, c'est beaucoup plus facile. T-Y-P-U-S. Donc c'est un cas d'école. C'est un animal qui a un bec de canard, il a une queue de castor et il pond des œufs. Donc on se dit, mais c'est peut-être un oiseau. Mais en fait, pas du tout. Il a des poils, il allait de ses petits, c'est un mammifère. Donc il pond des œufs et il allait de ses petits. Exactement. Et c'est un ordre particulier chez les mammifères qu'on appelle les monotrèmes. Il y a deux animaux dans cet ordre, ce sont les échidnés, qu'on ne trouve qu'en Australie et en Papouasie, et l'ornithorynque. Donc le cas qu'on va étudier aujourd'hui, ce sont des animaux qui pondent des œufs, mais ce sont des mammifères. Alors qu'est-ce que les scientifiques ont pensé de cet animal quand ils l'ont découvert ? D'ailleurs, c'était quand qu'ils l'ont découvert ? Il était connu déjà des aborigènes. Par contre, les scientifiques n'ont eu connaissance qu'en 1798. La première fois où ils ont vu cette espèce, un capitaine de la marine britannique avait envoyé un croquis de l'animal à des scientifiques en Grande-Bretagne. Et ils ont cru que c'était simplement un canular. C'est pas possible. En 1799, on envoie un vrai spécimen d'ornithorynque à des scientifiques encore anglais. Et là, toujours pareil, ils se disent c'est pas possible. C'est une supercherie. Il y a même un scientifique qui a pensé que c'était un taxidermiste d'Asie qui avait cousu un bec de canard sur un animal et il a même cherché les coutures. Ah oui. Il n'en a pas trouvé, puisque l'animal existe vraiment. Il est vraiment bizarre. Et unique à l'Australie. Alors à quoi ça ressemble vraiment en fait un ornithorynque ? C'est pas très grand, ça fait 3 kg, ça fait entre 40 et 60 cm de long. Donc comme je l'ai dit au début, ça a une queue un peu de castor, donc assez plate, et un bec de canard. Et il a une fourrure, donc il a des poils, c'est un mammifère, il a une fourrure étanche qui lui permet de se protéger contre l'eau parce qu'il passe 10 à 12 heures de sa journée dans l'eau à chercher à manger. Alors il a les pattes avant qui lui servent à avancer et les pattes arrière lui servent à se diriger. Et dans sa queue, ça sert de réserve de graisse. Mais j'ai une photo de l'ornithorynque devant mes yeux et franchement ça a l'air mignon quand même comme animal, non ? Oui, surtout les petits. Ils sont vraiment très, très mignons, on dirait des petits canards. Mais attention, danger. Encore une bizarrerie de cet animal. Surtout les mâles, ils possèdent un aiguillon sur les pattes arrière qui sont reliés à une glande qui produit du venin. Et donc, en fait, c'est un des très très rares mammifères venimeux qui existent. Donc, à éviter de toucher, parce que si vous êtes piqué par cet aiguillon, les douleurs, paraît-il, sont atroces. Elles durent des semaines et paraît-il que la morphine est inefficace. Donc on évite de toucher l'ornithorynque. On évite de toucher de manière générale les animaux. Bien sûr, pour leur bien-être. Exactement. Alors qu'est-ce que ça mange un ornithorynque ?
Tu vas être déçu, c'est assez classique. Non, ils mangent simplement des vers, des larves, des petits crustacés et même des petits poissons. Donc, classique. Hein. En revanche, parce qu'il vit surtout dans l'eau et cherche sa nourriture dans les rivières et dans les lacs d'eau douce, qui sont souvent des eaux qui sont quand même très très foncées, pas très claires, je veux dire, il a besoin de se repérer et de repérer sa nourriture. Et comment il fait ? Il utilise un système qu'on appelle l'électrolocation. Tu vas me demander ce que c'est. Bah oui, je vais te demander parce que franchement, là, ça Alors on dépasse pense mes souvent connaissances. à l'écholocation Comme les dauphins. que les dauphins, voilà, qui émettent en fait des ondes pour capter ces ondes qui sont éventuellement réfléchies par un obstacle ou par une proie. Ici, il s'agit d'électrolocation. Dans ses mandibules, il a un système qui lui permet de capter le champ magnétique qui est créé par une proie qui se déplace. Incroyable, Ah oui. incroyable. Il y a quelques animaux qui sont capables de le faire. Il y a une espèce de dauphin qui a ce principe aussi, mais les monotrèmes ont cette particularité d'être capables de localiser leur nourriture avec ce système de champ magnétique. Et tu as dit tout à l'heure qu'ils pondaient des œufs, mais alors un peu comme les poules. Oui, c'est un peu comme les oiseaux, ils pondent des œufs. Alors ils pondent 1 à 3 œufs, généralement 2 œufs, et l'époque à laquelle ils pondent, c'est septembre-octobre. L'incubation va durer que 10 jours, tu vois, par rapport à une poule, c'est 21 jours, c'est un peu plus court. Là où ça devient intéressant par rapport à une poule, c'est que quand les petits sortent, ce sont des mammifères, ils ont besoin de lait. Donc la maman va les allaiter. Et là encore où c'est différent des autres animaux. Mais c'est le superstar, cet ornithorynque. Je vous ai franchement. dit dès le départ, c'est une bizarrerie, je vais dire une erreur de la nature. Non, mais c'est vraiment un animal particulièrement différent. Et donc, la maman, figure-toi, elle n'a pas de mamelles. Donc, comment font les petits pour téter ? Elle donne un biberon, quoi. C'est encore plus intéressant que ça. En fait, elle a deux endroits sur son ventre où il y a moins de poils et le lait transpire à travers cette peau, ça fait comme des taches de lait qui apparaissent et les petits vont lécher la peau de la maman pour se nourrir de lait. Et donc il n'y a pas de mamelles, c'est dingue. C'est incroyable. Ouais. Donc c'est des animaux qui vivent quand même une vingtaine d'années, tu vois, par rapport à un chien ou un chat, ça vit encore de taille équivalente, tu vois, ça vit un peu plus longtemps. Et, alors sa vie, tu disais que ça passe la moitié de son temps dans l'eau à peu près, mais ouais, en fait ça vit aussi sur terre. Et... Les petits, en fait, ils sortent, donc après 3 ou 4 mois, ils vont sortir du terrier parce que la journée, ils se reposent, ils sont dans des terriers, ils sont sur terre, donc, et c'est la nuit ou plutôt à partir du soir, disons jusqu'au tôt le matin, où ils vont être dans le lac ou la rivière à chercher à manger. Et ils vont passer donc la moitié de leur journée à chercher à manger dans l'eau. Ouais, vraiment, pour les familles qui voyagent en Australie avec des enfants qui font de la biologie, c'est un cas pratique à étudier. Justement, on peut les voir où, ces ornithorynques ? Ils vivent uniquement sur la côte est de l'Australie, côte est et sud-est. Hein. On ne le trouve pas du tout dans le territoire du Nord ou dans l'Australie de l'Ouest, l'Australie occidentale. Donc les meilleurs endroits, donc il y a le Queensland. Il y a un endroit par exemple qui est assez connu qui s'appelle Yungaburra, qui est à 1 heure environ de voiture de Cairns, un peu à l'intérieur des terres. Là il y a un petit lac, on était allé le voir il y a quelques années. On n'en avait pas vu, hein, parce que comme je disais, c'est un animal qui vit quand même la nuit. Alors, le mieux, c'est d'aller voir soit très tôt le matin, soit très tard dans la journée, au niveau du coucher du soleil. On a plus de chances de les voir dans la journée, c'est quand même plus difficile. Donc, il y a Yungaburra. On le trouve aussi sur Kangaroo Island, dans le parc national de Flinders Chase. Là, il y a des bonnes chances de le voir. Il y a un petit lac, on était allé aussi tenter notre chance là-bas. Et peut-être le meilleur endroit, c'est la forêt des Warrawee qui se trouve au nord de la Tasmanie. Ça s'appelle la capitale de l'ornithorynque. Paraît-il que les équipes de tournage de la BBC, par exemple, c'est là qu'ils vont aller s'ils veulent tourner, filmer cet animal mythique qui est l'ornithorynque. Grande chance de les voir là-bas. Voilà. Ouais. Après, bien sûr, si on n'a pas beaucoup de temps, si on n'est pas trop patient, le mieux c'est d'essayer le zoo de Sydney de Melbourne, où ils en ont, et là vous serez garanti d'en voir. Merci beaucoup Johan pour toutes ces explications sur l'ornithorynque, un animal vraiment, vraiment unique au monde. Tu peux nous redire comment on l'appelle, s'il te plaît ? Aïe, alors ORNI THORYNQUE. Bravo, tu as le droit de revenir dans le prochain épisode. Le plus folin des animaux de la planète, mais le plus chouette.
Dans la rubrique Le mot du jour, dans cet épisode, on a choisi en fait plusieurs mots du jour sur le thème de l'été et de la baignade. Et j'ai choisi d'inviter à nouveau ma fille Lucie parce que son anglais, il est quand même bien meilleur que le mien. Bonjour Lucie. Bonjour. Alors quels sont les mots qu'on a choisis? Aujourd'hui, on a choisi bathers, cozies et togs, qui veulent tous dire un maillot de bain. Un maillot de bain, ah oui. Oui. C'est très différent. Je pense pas qu'on apprend ça dans les cours d'anglais à l'école en Non, France. je pense pas. Cozies, c'est un peu plus féminin, mais sinon les autres veulent tous dire maillot de bain. Et si je vais à la plage, qu'est-ce que je mets? Des flip-flops, c'est des tongs. Et puis le dernier mot, pareil, quand il fait très beau, qu'est-ce que je mets? Des sunnies, c'est des lunettes de soleil. Sun, ça veut dire soleil en français. Merci beaucoup Lucie d'avoir participé à cet épisode. Merci. Et maintenant, je dois y aller, je vais à la plage. Et je vais amener mes flip-flops, mes sunnies et mes bathers. Pour terminer cet épisode et faire le lien avec les idées de souvenirs en Australie, je voulais partager mon coup de cœur pour une galerie d'art aborigène à Alice Springs qui s'appelle Yubu Napa. Alors j'ai eu l'occasion de visiter cette galerie au cœur d'Alice Springs et j'ai vraiment eu un coup de cœur pour le lieu, pour les artistes qui y travaillent, pour le propriétaire également. Cette galerie expose des peintures, des bijoux, des motifs sur des textiles, tout ça venant d'aborigènes plutôt de l'Australie centrale. Le mot authentique ici prend tout son sens. C'est pas comme les grandes galeries d'art qui peuvent être intimidantes où il y a une distance entre vous et entre les œuvres. Ici, c'est un peu comme dans une grande famille. Vous pouvez voir les artistes travailler, vous pouvez parler avec eux, vous pouvez acheter bien sûr leurs œuvres, mais il y a vraiment une relation qui se crée et ça c'est vraiment unique. Cette galerie, Yubu Napa, a été fondée par Carl Eric et elle est devenue maintenant un lieu réputé non seulement pour la qualité des œuvres qui sont présentées, mais aussi par justement les liens qu'elle tisse avec les communautés aborigènes locales. Donc n'hésitez pas, poussez la porte de la galerie, c'est dans un très bel endroit, il y a un petit jardin et c'est aussi une boutique où vous pouvez trouver des idées de cadeaux éthiques à tarifs raisonnables et originaux. Là, vous êtes vraiment sûr que cela revient aux artistes locaux. Et dites que vous venez de ma part. Bien voilà, cet épisode australien se termine. Merci beaucoup d'avoir voyagé en ma compagnie. Vous pourrez retrouver les références de cet épisode dans les notes. Et puis si vous voulez profiter de l'expertise de Sandrine, de Yann et de toute l'équipe d'Antipode Travel pour votre séjour en Australie ou en Nouvelle-Zélande, pourquoi pas combiner les deux? Rendez-vous sur notre site antipode-travel.com qui vient d'ailleurs de changer de look. Cet épisode vous a plu? Alors n'hésitez pas à vous abonner à mon podcast et à le partager autour de vous. Laissez-moi des étoiles, des commentaires, faites-moi part de vos remarques et puis s'il y a des sujets que vous voulez que j'aborde, dites-le moi. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Vous êtes encore là? Vous consultez une carte? Vous avez vu où c'était Kangaroo Island? Ou vous envisagez acheter 2 valises pour votre voyage? Allez, je vous dis à bientôt.